Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Nous sommes le 24 juillet 2020, à Tokyo. Le village olympique, immense île flottante de 44 hectares, est complètement vide. La capitale japonaise aussi. Elle est calme. Trop calme. Là où auraient dû se trouver des millions de touristes venus soutenir leurs athlètes nationaux, pas un seul passant ne traverse la rue. Nous sommes en pleine crise de Covid-19. Les Jeux Olympiques d'été ont été reportés et le Japon est complètement fermé aux étrangers. Et pourtant, l'événement est important. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire japonaise que le pays accueille des délégations étrangères venant du monde entier. Les premiers Jeux Olympiques d'été de Tokyo avaient d'abord été organisés en 1949, mais annulés à cause de la guerre sino-japonaise pour enfin avoir lieu en 1964. Date majeure puisque c'était la première fois que le continent asiatique accueillait l'événement. En fait, si l'organisation des JO au Japon est un tel phénomène, c'est qu'il s'agit là d'un épisode pour le moins exceptionnel, surtout si on envisage les tendances historiques de la politique étrangère japonaise. Le pays s'est en effet pendant longtemps recroquevillé sur lui-même, préférant rester à distance du reste du monde et interdisant notamment à la plupart des étrangers de poser un pied sur l'archipel. Cet isolationnisme intervient au moment de l'ère d'Edo, du XVIIe siècle au XIXe siècle. L'idée est d'éviter une quelconque influence étrangère sur la culture et le développement du pays, ce qui est ironique quand on sait que la société japonaise s'est en fait construite à partir de la civilisation chinoise. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Toujours est-il que le retrait du Japon de la scène internationale prend fin en 1868, lorsque les États-Unis menacent l'archipel d'une intervention militaire de masse si la nation ne leur ouvre pas ses portes. Face à la force de frappe conséquente déjà des Américains, le Japon est impuissant. Il signe donc des traités inégaux qui favorisent les puissances occidentales et qui forcent le pays à rattraper le niveau de modernisation et d'industrialisation que l'on trouve à l'ouest. C'est un réel tournant dans l'histoire de la politique étrangère japonaise. Dès lors, l'archipel décide de prendre les devants. Puisqu'il lui est impossible de repousser les nations environnantes, elle décide à la place de conquérir le continent asiatique. De cette manière, plus besoin de s'inquiéter d'une quelconque influence étrangère aux effets néfastes sur sa civilisation. L'ère Meiji, qui suit la période d'Edo, est ainsi marquée par une série de guerres impérialistes. En 1905, le Japon gagne une partie de l'île Sakhaline et la péninsule du Guangdong face à l'Empire russe. En 1910, les Nippons envahissent la Corée et la placent sous leur protectorat. En 1937, il est temps de s'attaquer à la Chine, une guerre qui se termine finalement en 1945, au moment de la défaite du Japon face au reste du monde et surtout aux États-Unis. La même année, les Japonais se retirent de Corée. Les ambitions impérialistes de l'archipel ont été annihilés. Il est maintenant temps pour le pays d'ouvrir une fois de plus une nouvelle page de sa politique internationale. En 1947, la constitution d'après-guerre, votée sous occupation américaine, est mise en vigueur. L'article 9 y stipule que le Japon renonce à jamais à la guerre. Le pays prend un nouveau départ et se reconstruit sur des bases de paix, d'ordre et de justice. Il faudra tout de même attendre les années 1990 pour que la nation nippone se réintègre réellement à la communauté asiatique et devienne la puissance économique mondiale que l'on connaît aujourd'hui. En bref, d'isolationniste à puissance économique en passant par l'expansion impérialiste, le Japon a entretenu pendant longtemps des relations étrangères quelque peu compliquées. Revenons donc sur la période la plus ambiguë de toutes, pendant laquelle l'isolationnisme marqué du pays entre directement en conflit avec l'influence majeure qu'exercent certaines puissances asiatiques sur le développement de sa culture. Plongeons-nous désormais dans la période d'Edo. Pour bien comprendre, petit retour en arrière. Pendant l'époque féodale, la succession au trône est le sujet de nombreuses discordes au sein de la famille impériale. Pour éviter toute querelle inutile, l'empereur octroie un titre honorifique aux princes écartés de la succession. Ils deviennent donc les sujets de l'empereur, sous la bannière d'un des 4 clans qui dominent le Japon, les Fujiwara, les Tachibana, les Minamoto
et les Taira. Or, les clans Minamoto et Taira entrent en guerre en l'an 1159, chacun se rangeant derrière l'un des deux potentiels héritiers de l'empereur. C'est au cours de ce conflit que la société japonaise connaît un basculement majeur. Il devient clair que la haute noblesse ne peut plus ignorer les domaines de province qui profitent du lest qu'on leur donne pour se rebeller doucement contre l'autorité en place. Des cadets sont donc envoyés dans les campagnes pour mettre fin aux querelles du pouvoir qui s'y déroule. Le problème, c'est qu'une fois sur place, les cadets, appartenant à la caste des guerriers, ne veulent plus abandonner leur souveraineté sur les domaines provinciaux. Et c'est comme ça que le clan Minamoto sort vainqueur du conflit en 1185 et qu'une nouvelle structure du pouvoir s'instaure au Japon. L'empereur, suivi de la cour de Kyoto, reste officiellement le dirigeant du pays, mais dans les faits, c'est désormais le shogun qui prend la tête de la nation nippone. D'abord attribué à Minamoto no Yoritomo, qui signifie le grand général pacificateur des barbares, le terme shogun désigne dès lors celui qui prend la tête du gouvernement guerrier du Japon, aussi nommé le bakufu. L'empereur perd les prérogatives du trône, mais conserve ses fonctions de gardien des traditions. Les provinces, elles, gagnent en autonomie, chacune étant confiée à l'autorité d'un daimyo, c'est-à-dire un seigneur japonais, mais restant tout de même dans la sphère de l'administration shogunale. Au XIVe siècle, l'empereur Go-Daigo tente de restaurer le pouvoir impérial et l'autorité de la cour de Kyoto, mais sans succès. La guerre qu'il déclenche ne profite qu'au clan guerrier Ashikaga, qui réussit à renverser le bakufu en place pour en recréer un nouveau donc, à son image. Malgré tout, cette rébellion impériale marque les esprits des Japonais et permet d'asseoir la légitimité de l'empereur en tant que figure d'autorité suprême dans la société nippone. Au cours des XVe et XVIe siècles, le mouvement d'autonomisation des guerriers provinciaux gagne en ampleur et le contrôle que le bakufu est censé avoir sur eux prend doucement des airs de formalité. Le problème, c'est qu'un tel laxisme, là encore, laisse les daimyos s'imaginer qu'il est possible pour eux d'étendre leur influence et très vite, le chaos s'installe dans tout le Japon. L'empereur n'est plus qu'un symbole et le shogun ne gouverne plus que ses vassaux directs. Résultat, le Japon manque d'un pouvoir central et des principautés autonomes se créent sur tout l'archipel. Les daimyos, devenus rois dans leur domaine, si vous voulez, se lancent dans des guerres fratricides, chacun cherchant bien sûr à étendre son autorité sur les provinces voisines, ce qui étonnamment ne diffère en rien de ce qui se passe chez nous à la même époque. Ce conflit national s'étire sur un siècle entier et est appelé a posteriori bien sûr la période des États belligérants. Elle prend fin en 1573 quand un seigneur de guerre, Oda Nobunaga, s'empare du pouvoir après avoir exilé le dernier shogun de la lignée Ashigaka.